Et voilà, on va tenter le coup de l'autofocus autofocant, là, c'est bon. Et bien voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait le coup de l'autofocus autofocant, à peu près un mois. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à nouveau pour ce JT du grenier de l'écho. Ça fait un mois pendant lequel ma femme m'a forcé à quitter mon grenier et mes ordinateurs. Ce fut une très grande douleur, vous l'imaginez, mais ça y est, je suis là, je suis de retour et nous allons pouvoir à nouveau partager ensemble un certain nombre de réflexions. Voilà, encore une fois, pas de vérité absolue, pas de vérité intangible, mais des éléments d'analyse, des éléments de réflexion qu'on partage ensemble, et puis qu'on discute évidemment, et puis qui évoluent dans le temps, puisque tout principe d'analyse est évidemment itératif, et donc progressif. Alors, cette semaine, et pour bien commencer la rentrée, et j'espère que vous avez évidemment, pour ceux qui sont partis, pu passer de bonnes vacances, et ceux qui ne sont pas partis, qu'en tout cas, vous avez pu au moins vous reposer, eh bien, nous allons parler du grand reset, encore et toujours. Le grand reset, ces contours du grand reset, de cette grande réinitialisation dont on parle de plus en plus et dont on entend la petite musique de ci, de là, à droite, à gauche. Nous allons essayer d'aller un petit peu plus loin et c'était ce que je voulais faire dans cette vidéo en vous présentant un ouvrage qui est COVID-19, The Great Reset de Klaus Schwab. Et qui est Klaus Schwab? Vous aurez dans l'article sur le site Insolentiae, sur le site insolentiae.com, dans un article qui sera publié demain mardi, 1er septembre, une petite biographie de Monsieur Klaus Schwab que j'appelle l'homme des hommes de Davos. Alors, les hommes de Davos, c'est une expression qui a été inventée, je trouve et d'ailleurs très pertinente, par Charles Gave, qui appelle tous ces mondialistes les hommes de Davos. Et puis, moi je rajoute l'homme des hommes de Davos, qui est ce monsieur Klaus Schwab, qui est un économiste allemand, et cet économiste allemand, c'est le fondateur depuis des décennies maintenant de ce qu'on appelle le Forum de Davos, le World Economic Forum, plus connu sous le Forum de Davos. Et il a créé ça en 1971, ce qui ne nous rajeunit pas, et ça ne nous rajeunit vraiment pas. Ça va faire bientôt 50 ans. En 2021, ça fera 50 ans que le Forum de Davos existe et il a été fondé par l'économiste allemand Klaus Schwab. Il a écrit cet ouvrage, tout un programme. Donc c'est intéressant évidemment d'aller voir ce qui se cache derrière le visage de cet homme. Eh bien, il y a cette pensée-là. Et cette pensée, elle est fondamentale à comprendre, à connaître, à étudier, à lire. Alors, tout ça, c'est en anglais, il y a 400 pages, donc je vais essayer de vous en faire une rapide synthèse et vous montrer tout ce que Klaus Schwab dit, explique et un petit peu ce qu'il pense. Alors, il pense que le monde d'aujourd'hui, il est marqué par l'interdépendance, la vélocité, la complexité, c'est ce qu'il appelle le cadre conceptuel du monde actuel. Donc l'interdépendance, je crois qu'avec la mondialisation, ce qui est produit en Chine, les matières premières qui viennent de droite, de gauche, on assemble, on diffuse, bref. Entre les avocats du Pérou, le quinoa du Chili, même si c'est en bio, les microprocesseurs de Taïwan, bref, nous sommes évidemment dans un monde qui est complètement interdépendant. Et puis c'est un monde de vélocité. La vélocité, c'est évidemment la rapidité. Et donc nous vivons dans un monde qui est de plus en plus rapide, où le temps est de plus en plus rapide. Pourquoi ce temps est de plus en plus rapide? Eh bien parce que moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas de téléphone portable. Il y avait d'ailleurs tout juste à peine le téléphone fixe dans toutes les maisons, loin de là d'ailleurs. Et moi, je me souviens, quand j'étais gamin, nous allions téléphoner à la cabine téléphonique. On allait à la poste où il y avait des points, des cabines téléphoniques dans les bureaux de poste. Et à l'époque, ça s'appelait les PTT, Postes et Télécommunications, parce qu'évidemment, il fallait téléphoner et donc les mots ont un sens. Et à l'époque, c'était les PTT. Et puis tout ça a beaucoup changé et de plus en plus vite. Et puis on a commencé à voir les premiers téléx, puis les premiers fax. Là, on arrivait quasiment à s'envoyer un courrier en temps réel. Et puis est arrivée évidemment la révolution Internet. Et cette révolution Internet a considérablement raccourci le temps. De la même manière, la révolution aérienne a considérablement aussi raccourci le temps et raccourci la planète, qui est de plus en plus petite et où tout est de plus en plus évidemment
véloce et rapide. Et puis bien évidemment, ce monde, il est aussi marqué par sa complexité grandissante. Quand tout est interconnecté, quand tout va très vite, tout devient de plus en plus complexe et difficilement prévisible. Et donc, c'est pour Klaus Schwab, évidemment, le cadre conceptuel dans lequel nous évoluons. Et le monde d'aujourd'hui, il est marqué par une multiplicité de crises également. Alors, jusque-là, je pense que vous et moi, on est à peu près tous d'accord sur ce cadre conceptuel. On va être également à peu près tous d'accord sur les crises des ressources naturelles, environnementales, économiques, financières, monétaires, sanitaires. Manifestement, quoique certains aient des doutes sur la crise sanitaire, mais manifestement, nous sommes à peu près tous d'accord sur la multiplicité de ces crises qui rentrent en résonance les unes avec les autres, et donc ça forme une crise globale d'une immense complexité. Et lorsque le cadre conceptuel n'est plus adapté, il faut en changer. Le reset est nécessaire. La question est de savoir qui écrira le cadre du monde d'après. Donc évidemment, on est tous d'accord sur le fait que le cadre conceptuel d'un monde basé sur la croissance infinie dans un monde fini où tout irait bien, quand on est confronté à tout ça, c'est difficilement possible. La question n'est pas de savoir si l'on doit changer, je crois qu'on est à peu près tous d'accord sur le fait que l'on doit changer. La question est fondamentalement comment doit-on changer? Et là évidemment, nous n'avons pas tous la même analyse, ni les mêmes objectifs, et les objectifs des hommes de Davos ne sont pas forcément les objectifs des différents peuples qui composent cette planète, et de ces peuples, j'en parle dans toute leur diversité. Alors, le grand reset, c'est une approche multidimensionnelle. Dans son ouvrage, Klaus Schwab va parler du reset économique, ce sont les grandes parties de son bouquin, le reset économique, le reset social, le reset géopolitique, environnemental, technologique, industriel et commercial. Il y a d'autres items, mais je vous ai fait là, ici, les principaux, et on va les voir rapidement. Sur le reset économique, on est là aussi d'accord sur le constat, c'est la fin de la croissance infinie basée sur la consommation de masse et la production de masse, c'est l'organisation du ralentissement des activités humaines, merci monsieur Covid, c'est l'économie matérielle dans un monde fini ne peut avoir une croissance infinie, c'est logique, la croissance de l'économie matérielle, digitale et connaissance est par nature illimitée ou presque, bref. Là-dessus on est d'accord, mais quand ce message est porté par les hommes de Davos, la tentation, et je vous présenterai sur chacun de ces items évidemment la tentation négative que l'on voit poindre derrière tout ça, c'est de migrer vers une société de l'usage pour préserver les bénéfices des multinationales. Si je ne peux plus croître de manière absolue, puisque je vais vous vendre tous les ans de plus en plus de machines à laver, la seule manière que je préserve mes bénéfices, c'est de vous louer tous les ans la machine à laver. Et donc vous ne serez plus propriétaire de votre machine à laver, puis vous ne serez plus propriétaire de votre sèche-linge, puis vous ne serez plus propriétaire de votre lave-vaisselle, puis vous ne serez plus propriétaire de votre micro-ondes, et vous aurez des grandes multinationales qui vous loueront tout ce matériel, évidemment, au nom de la sainte écologie, selon notre déesse à tous, sainte Greta. D'accord? Donc, évidemment, la tentation, elle est de passer d'une économie de la propriété à une économie de l'usage, qui est une économie de la location, qui est le business model, ou modèle économique en français, de l'abonnement. Et donc évidemment, je vous renvoie à un article que j'avais écrit à ce sujet. La société de l'usage, c'est-à-dire la société de l'abonnement, c'est la société du servage. Et contrairement à ce que l'on peut croire, oh, la propriété c'est pas bien. Non, la propriété peut avoir évidemment des effets évidemment libérateurs. La propriété libère, la propriété affranchit, là où l'usage, l'abonnement, évidemment, rend esclave. Donc l'alternative, c'est la propriété, parce qu'évidemment, la propriété, c'est la liberté. Donc il va falloir défendre la propriété, mais pas la propriété futile, pas la propriété qui emprisonne, pas la propriété qui évidemment abîme, pas la propriété égoïste, un usage de la propriété qui soit un usage sain, et cet usage sain, c'est d'avoir ce qu'on appelle la propriété fertile, c'est-à-dire que la propriété que vous en avez, elle est fertile, elle est positive pour le monde entier. Je vous donne l'exemple. Vous détenez une maison, soit votre maison, vous en êtes propriétaire et vous l'entourez de barbelés et de miradors, soit au contraire, elle est ouverte et vous recevez du monde, vous faites des repas, vous organisez des fêtes. Et donc, dans un cas, c'est une propriété qui est enfermante, et puis dans un autre cas, c'est une propriété qui est ouverte et qui va devenir un lieu de vie. Et vous pouvez évidemment multiplier les exemples à l'infini.
toute propriété et toute conception de la propriété ne se vaut pas. Mais ce qui est très important, c'est que toute conception de l'usage et de l'abonnement n'est pas un progrès. C'est un progrès pour les hommes de Davos, c'est un progrès pour les multinationales, c'est un progrès pour leurs bénéfices, puisque c'est l'un des modèles économiques les plus efficaces pour faire du profit récurrent, mais en revanche, c'est l'asservissement des populations. Donc voilà évidemment la tentation qui pointe sur ce reset économique. Quand on aborde le volet du reset social, on passe des ouvriers aux inutiles. Des ouvriers aux inutiles, c'est-à-dire des travailleurs à ceux qui ne servent à rien. Va-t-on en avoir besoin? Comment va-t-on évidemment faire quand on n'en a plus besoin? Le système n'a donc plus besoin de bras pour produire et n'a plus besoin de consommateurs s'il veut ralentir les activités humaines. Et c'est là l'une des grandes complexités dans le volet social de ce grand reset. La tentation, c'est d'organiser la nouvelle pauvreté en la rendant acceptable. C'est pas triste, c'est pas gai, c'est plutôt triste. Et donc l'alternative, c'est pas d'organiser la pauvreté ou d'organiser la nouvelle pauvreté ou d'organiser ce qu'on va appeler pompeusement les amortisseurs sociaux ou ce qu'on va appeler le revenu universel, c'est-à-dire donner quelques clopinettes pour que vous vous taisiez et que vous soyez l'armée de supplétifs du totalitarisme marchand. Non, l'alternative, c'est de penser le rôle de chacun dans une société évidemment humaniste. L'homme n'est pas juste un homo productivus, on n'est pas juste un homo economicus, on n'est pas juste un agent économique, on ne doit surtout jamais être réduit qu'à cette dimension de consommateur. L'homme, c'est beaucoup plus que ça, et donc évidemment, c'est de cette manière-là dont il faut penser notre système économique au service de l'homme et pas l'inverse. Et pour cela, il faut remettre l'homme au cœur du système. Et le remettre au cœur du système, c'est pas l'exclure, y compris avec un revenu universel qui est en réalité un cataplasme sur une jambe de bois. Ce revenu universel, il est politiquement très bien accepté. On vous dit on va vous donner de l'argent contre rien. Alors tout le monde va dire d'accord. Bon, vous n'allez pas dire non, je suis contre, surtout ne me donnez pas d'argent. Donc évidemment, socialement, c'est extrêmement bien accepté. Pourtant, si vous allez un petit peu plus loin, je vais vous donner une analogie pour bien comprendre ça. On a donné une prime de rentrée qui a été plus forte cette année de 500 € par enfant. Une famille de 3 enfants comme la nôtre, c'est 1500 € de prime de rentrée. On n'a pas dépensé 1500 € pour la rentrée des enfants. En réalité, on a dépensé 200 € hors vêtements, rien que pour les fournitures scolaires. Ça veut dire que si on n'inclut pas les vêtements, et les vêtements, on se débrouille fort bien entre les copains, les amis, la famille, etc. Bon, allez, éventuellement, c'est sur les chaussures qu'il faut dépenser un peu de sous, et puis des fois sur un manteau. Bon, mais ça s'arrête à peu près là. Mais entre les échanges, le Bon Coin, etc., les vêtements, c'est pas vraiment un budget extrêmement coûteux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a 1300 € d'avance. Et ces 1300 € d'avance, je vais en faire quoi? Je sais pas, moi je vais acheter un écran plat pour remplacer celui-là, ou je vais acheter un nouvel ordinateur pour que le petit y puisse travailler, ou je vais acheter des affaires de marque, bref, des choses dont je n'ai pas forcément besoin, que je n'aurais pas forcément acheté. Mais ces choses que je vais acheter, en réalité, c'est de l'argent qui va retourner vers les multinationales. Ce que je veux essayer de vous exprimer, c'est que si j'avais dit à la population française, voilà, cette année, je donne 500 € par enfant à telle et telle entreprise, et je leur fais un chèque pour les subventionner, pour qu'ils puissent maintenir le niveau de bénéfice. On aurait été des millions dans la rue en disant « Ouais, c'est pas juste, arrêtez de financer les multinationales, c'est dégueulasse, c'est pas bien, c'est pas gentil. » Bon. Et puis, là, on vous dit pas ça. On vous dit « non, mais tenez, regardez, nous, on va vous donner des sous, on va vous donner les sous, et puis à charge pour vous, évidemment, de les consommer, et puis que ça retourne dans la poche des multinationales. » Et donc en réalité, dans un cas, socialement, il est inacceptable de faire le chèque directement aux multinationales pour qu'elles maintiennent leurs bénéfices. Et dans l'autre cas, en vous faisant le chèque à vous, eh bien c'est vous qui vous assurez par votre consommation que les bénéfices des multinationales se maintiennent. Voilà, je voulais mettre cette réflexion dans cette vidéo pour que voilà, ça puisse faire réfléchir tout le monde et puis débattre tout le monde, voilà, notamment dans les commentaires en bas. Le reset géopolitique. Alors le reset géopolitique, c'est quoi? Dans un monde complexe, rapide, interdépendant, mettre en place une gouvernance mondiale qui serait la négation des États-nations et donc la fin de la démocratie et des libertés individuelles. Et oui,
si vous avez une gouvernance mondiale, vous le voyez avec l'Europe, mais par extension, vous le voyez également avec les intercos. On a voté il n'y a pas très longtemps pour nos maires, ça a été compliqué, le vote s'est fait en 2 fois, avant, après le confinement, mais finalement, quand vous regardez bien, qui c'est qui décide aujourd'hui? C'est l'échelon de l'interco, l'intercommunalité, je vais y arriver. Et cette interco, quand elle décide, vous n'avez jamais voté pour le président de l'interco, c'est un suffrage indirect. Vous votez pour votre maire qui n'a quasiment plus de budget. Et ce maire, lui, il va voter au sein d'une interco où il y a 50 autres petits maires pour un président d'interco qui, lui, va avoir le budget de 100 millions d'euros de votre interco. Et vous n'avez jamais voté pour ce type-là. Et vous n'avez jamais voté pour ces gens-là. Et vous n'avez aucun, en tant que citoyen, vous n'avez plus aucune vue quasiment sur ce que fait l'interco. C'est super ça. Et bien c'est la négation de la démocratie. Et l'Europe fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que l'Europe se crée en prenant des décisions pour des gens que vous n'avez pas élus. Personne n'a voté pour le président de la Commission européenne, personne n'a voté pour les commissaires européens. On ne vote pour rien, mais ils décident tout pour nous. Et le gouvernement mondial, c'est exactement la même logique. Et donc vous voyez bien que politiquement, la tentation, c'est bien celle-là. C'est qu'on supprime petit à petit la démocratie, parce que la démocratie, c'est quand même sacrément embêtant, dites donc. Pensez donc, les gens viennent vous donner leur avis. Mais qu'est-ce que c'est emmerdant? Les gens ne veulent pas forcément qu'on pense pour eux et qu'on décide pour eux, et ils auraient parfois certaines idées concernant leur propre avenir. Insupportable. Donc, on détricote le système démocratique, et c'est évidemment la tentation la plus dangereuse, qui est bien plus dangereuse que celle de la guerre d'ailleurs, parce que finalement, tous ces hommes de Davos, quelle que soit leur nationalité, leur couleur, leurs origines, leur religion, leur confession, se ressemblent évidemment comme 2 gouttes d'eau. Un homme de Davos est beaucoup plus proche, si vous voulez, un homme européen de Davos, on va dire plutôt de confession chrétienne, est beaucoup plus proche d'un autre homme de Davos, c'est-à-dire d'un autre milliardaire de confession musulmane qui vient du Moyen-Orient, que ces 2 hommes et ces 2 milliardaires ne sont proches de leurs petits prolétariens et prolétaires de population. Donc en réalité, ils sont beaucoup plus proches entre eux qu'ils ne sont proches eux-mêmes de chacune de leurs populations. Donc là, le vrai risque, il n'est pas forcément dans une conflagration guerrière et militaire, il est beaucoup plus dans une gouvernance mondiale qui est évidemment la négation de la démocratie. Et pourtant, on vous dira, non mais attendez, la gouvernance mondiale, elle est évidemment... C'est du bon sens, les problèmes sont globaux, les problèmes sont mondiaux, les problèmes sont globalisés, et donc quand on fait face à un problème global, il faut une direction globale, et puis tout le monde dira, bah oui quand même, merci Greta, le réchauffement, machin, tout ça, l'écologie, bref, la gouvernance mondiale. Le reset environnemental. Je vous avais déjà parlé de Greta, ça nous permet de faire une petite transition avec une raréfaction des ressources, la pollution atmosphérique, les émissions carbone, gaz à effet de serre, l'accès à l'énergie et le fait de rendre soutenables les activités humaines. Alors évidemment, tout ça, on ne peut être que pour, on ne peut pas être contre, sauf que la tentation, bien c'est la dictature verte qui devient une dictature politique justifiée par l'idéologie de Gaïa la terre-mère qu'il faut sauver, même si ça implique de tuer l'homme qui est devenu un véritable virus contre la terre-mère. Voilà. Et donc c'est le crime, c'est l'écocide. Voilà. Et donc l'écocide, qui est un nouveau type de crime, peut devenir finalement plus grave qu'un homicide. Moi ça me pose un petit problème, qu'on mette tout sur égalité et que on préserve la planète au détriment de l'homme, de la même manière qu'on ne doit pas préserver l'homme au détriment de la planète. Et que la position juste, l'alternative juste, c'est évidemment de choisir ce que l'on va faire croître, choisir ce que l'on va faire décroître, de le choisir ensemble, avec un principe qui est évident, qui est que l'homme ne doit pas abîmer la planète, et la planète ne doit pas abîmer l'homme, et qu'on doit être évidemment dans un équilibre de nos écosystèmes, mais on doit accepter que l'homme ne soit pas une mauvaise chose, un mauvais être en soi. C'est absolument terrible que de commencer à déshumaniser l'homme, parce que quand on commence à déshumaniser l'homme, on est évidemment dans le préalable à tous les massacres. C'est-à-dire que
tout massacre, tout génocide n'a pu avoir lieu que parce qu'à un moment donné, il y a déshumanisation de ceux que l'on va massacrer. À partir du moment où celui que vous massacrez, vous ne lui donnez pas une stature, un statut qui est suffisamment élevé dans la hiérarchie des valeurs, eh bien, vous pouvez le tuer comme vous écraseriez la dernière des fourmis. Et donc, un processus de déshumanisation doit toujours déclencher chez vous une réaction d'alerte, parce qu'un processus de déshumanisation d'une catégorie d'une population, là, quand on parle de la dictature verte, là, ce n'est pas une catégorie de la population, c'est toute la population humaine qui serait un danger pour la planète, et donc il faut réduire la population humaine. On voit évidemment le danger, alors que la réalité, c'est que on doit avoir une consommation, on doit rejeter la consommation de masse, on doit rejeter le jetable, on doit passer sur du réparable, on a des milliers d'alternatives possibles qui nous permettraient de réduire considérablement notre empreinte écologique, et il y a suffisamment de tout sur cette planète pour répondre aux besoins de chacun, mais pas assez pour répondre à la cupidité de tous. Ce n'est pas de moi cette phrase, je vous laisse voir qui l'a citée, mais c'est un type assez célèbre. Le reset technologique, et le reset technologique, ce n'est plus la lutte finale, mais l'automatisation finale avec la robotisation, l'informatisation, 80% des emplois automatisés d'ici 2035. C'est dans 15 ans, ça va aller très très vite. Technologie, régulation, digitalisation de la consommation, e-commerce, ce sont les grandes tendances. La tentation, contrôler le monde et les populations grâce aux technologies et au contrôle social, c'est évidemment l'exemple de la Chine. Or, la Chine ne fait pas rêver. Et le modèle social de la Chine ne fait pas rêver. Et le modèle social, du contrôle social, ne fait pas rêver. Et si on se souvient juste un petit peu, là je parle presque aux plus vieux, qui, comme moi, ont connu les années 80 ou les années 90, donc on a connu la fin de la guerre froide, nous avons connu la chute du mur de Berlin, nous avons connu l'effondrement de l'ex-Union soviétique, l'URSS, on se souvient très bien à quel point les États-Unis faisaient rêver. Et les États-Unis faisaient rêver l'humanité entière, ou presque. Pourquoi? Parce que les États-Unis représentaient la liberté et la démocratie. Le fait simplement d'être libre, de ne pas être en permanence surveillé. Et vous savez quoi? Cette liberté-là, elle était entraînante, elle était enthousiasmante. Et elle faisait que les gens préféraient quitter l'Union soviétique et aller se réfugier aux États-Unis plutôt que de quitter les États-Unis pour aller se réfugier en Union soviétique. Et évidemment, on passait beaucoup plus de l'Est à l'Ouest qu'on ne faisait le trajet de l'Ouest vers l'Est. C'est une évidence, mais c'est un rappel qui est très important à faire. Ce qui a fait la victoire fondamentalement des États-Unis sur le communisme soviétique, c'est cette notion de liberté. L'homme a besoin de liberté et l'homme ne s'épanouit qu'avec la liberté. Et donc, le pays, la nation, le groupe de nations qui finalement saura éclairer le monde et saura sortir son épingle du jeu de ce qui vient, c'est cette zone, ce pays, ce groupe de pays qui saura remettre la liberté au cœur de son action politique et de son action publique. Comme les États-Unis ont pu gagner contre l'ex-Union soviétique par cette idéologie qui est la force de la liberté, cette idée justement de la force de la liberté contre l'idéologie du communisme. Or, là, nous sommes dans un risque de dystopie, c'est-à-dire c'est un monde quasiment apocalyptique où tout ce que vous faites, vous dites, vous mangez, vous êtes contrôlé sur tout, surveillé sur tout, et c'est évidemment un monde étouffant dont nous avons et dont nous connaissons déjà les prémices à travers la police de la pensée, puisqu'énormément de choses ne peuvent plus être dites sans déclencher des tollés absolus, des procès, des condamnations, etc., etc. Donc la liberté se réduit sur la parole, la liberté se réduit sur les mots, la liberté se réduit sur l'expression des pensées, la liberté se réduit physiquement aujourd'hui. Le confinement en montre quelque chose. Donc la liberté, on voit bien, est très clairement menacée et c'est la terrible tentation actuelle et c'est la terrible tentation que peuvent avoir les hommes de Davos en mettant en place ce grand reset. Pourtant, je pense que ça ne répondra pas
à un besoin humain fondamental qui est ce besoin de liberté. Alors, le Grand Reset, quand on a terminé la lecture de cet ouvrage, on se rend compte que c'est quelque chose qui n'est pas figé. En réalité, Klaus Schwab, il fait les contours d'une grande réforme qui sont des contours qui restent pour le moment encore terriblement flous. Ils restent terriblement flous pour deux raisons. La première, c'est parce qu'ils ne veulent pas tout dire et que tout ne peut pas forcément être dit. Et la seconde raison, c'est parce qu'en fait, ils ne savent pas non plus exactement où ils veulent aller. Et s'il y a bien quelque chose qui est important, je crois, à retenir après la lecture de cet ouvrage, c'est de se dire que le combat est avant tout fondamentalement politique. Le combat, il est fondamentalement démocratique. Et donc, ce que j'essaye de faire modestement sur cette petite chaîne et avec ce grenier de l'écho, c'est de donner le maximum de possibilités au maximum de gens de réfléchir par eux-mêmes et de se saisir justement de ce débat politique. Nous devons être des citoyens politisés. Nous devons être des citoyens engagés dans la défense de nos libertés, de nos idéaux, et puis de nos pays, de nos envies, de nos souhaits, de nos futurs. Voilà. C'est-à-dire que c'est à nous de savoir ce que nous voulons. Parce que si nous ne savons pas ce que nous voulons, si nous ne proposons pas ce que nous voulons, si nous ne décidons pas ce que nous voulons, alors ce sont les hommes de Davos et l'homme des hommes de Davos qui vont décider pour nous. Et ce qu'ils vont décider pour nous sera certainement très bon pour eux, mais sera forcément beaucoup moins bon pour nous. Alors, en réalité, le grand reset, il n'est pas écrit. Il est encore vraiment dans un état de gestation. Il fait beaucoup plus peur qu'il n'est une réalité. Mais pourtant, il va devenir à un moment donné une réalité parce qu'il faudra bien que ce monde se réforme, change. Et donc, soit nous devenons nous-mêmes des acteurs du changement à travers notre engagement politique, soit nous restons dans une forme de passivité. Et si nous restons dans une forme de passivité, eh bien les hommes de Davos et l'homme de Davos décideront pour nous. Alors plus que jamais, je crois que c'est important d'informer, de s'informer, de se former pour reprendre à l'échelon individuel, à l'échelon démocratique, la responsabilité de nos destins, de nos futurs, de nos sociétés. Et ça passe évidemment par la compréhension de ce qu'il se passe. Voilà pour cette vidéo de rentrée et ce JT du grenier de l'écho de rentrée. Abonnez-vous à la chaîne, le grenier de l'écho. Je l'ai changé de nom, c'est plus Insolentia TV, c'est maintenant le grenier de l'écho. Je trouve ça beaucoup plus rigolo, puis c'est effectivement, ça correspond beaucoup plus à ce que nous faisons. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d'information quotidienne sur le site insolentiae.com. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez retrouver le dossier Le Grand Reset en vous abonnant à la lettre stratégie. Et puis quoi ? Eh bien, je vous souhaite surtout une bonne semaine. Et puis, je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau sujet, pour un nouveau JT du grenier de l'écho. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents. Mettez bien vos masques, parce que sinon, ça coûte 135 € d'amende. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. À très bientôt, partagez, mettez des pouces, mettez des doigts. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut les amis, au revoir. Bon retour, bonne rentrée.